Les sacrifices, le sang, ça fait durer beaucoup au pouvoir parce que Satan s'en réjouit. Le Cameroun n'a connu depuis que des bains de sang. Et souvent, on nous présente des pans sombres de notre histoire maquillés, remasterisés par des rideaux noirs tel un voile pour ne pas nous dire ce qui s'est réellement passé. Des sacrifices, ça existe pour que le régime puisse toujours rester là. C'est pour cela que du 6 avril 1984 au 6 avril 2023, on pourrait parler de ce triste anniversaire, 29 ans de ce jour-là où le Cameroun a plongé dans un bain de sang. 6 avril 1984, ce fut le jour où un coup d'État fut éventré au Cameroun. Plus de 100 morts cachent, selon le gouvernement, qui parlait d'abord de 78, mais selon les organisations, 500 personnes avaient été tuées, massacrées. Et c'était un mouvement de quelques jeunes qui décriaient déjà ce qui allait se passer avec le Cameroun, qui décriaient la corruption, la concussion et même des pratiques sataniques. C'était un mouvement qu'ils appelaient JOS. Ils étaient de la garde républicaine. Ceux-là qui étaient supposés garder Paul Biya après avoir gardé Amadou Ahidjo. Mais Paul Biya avait décidé de dissoudre cette branche-là. Et c'est ainsi que de façon précipitée, ils organisèrent, dit-on, un putsch. Et ce putsch avait été écrasé de la pire des façons, puisque justement, il y a eu un procès expéditif, bref, parce qu'il fallait faire des sacrifices. De fin avril, et particulièrement début mai jusqu'en août, on avait exécuté des centaines de personnes, dont pratiquement 40 hauts gradés de l'armée, ou alors 40 officiers. On ne sait pas ce que beaucoup d'autres sont devenus. C'est un triste anniversaire qui n'est pas souvent fêté au Cameroun, qui n'est même pas évoqué. Et pourtant, c'est avec ce sang souillé, comme celui de la période des indépendances, mais cette fois-ci, encore beaucoup plus grave, parce que ça ressemblait à une purge de quelques personnes, surtout qui étaient majoritairement à 99% du Grand Nord, qui étaient visés. Leur sang a donc permis de conforter le pouvoir de Paul Biya, puisque justement, on avait présenté Amadou Ahidjo comme l'instigateur de ce coup d'État et qui, à cette époque, était à Mougins, fut obligé d'aller se réfugier à Dakar, au Sénégal, où d'ailleurs, il devait y mourir. Au moment où on fête cet anniversaire, beaucoup d'autres bruits de bottes, ou plutôt une colère, est en train de venir dans les fins fonds du palais des Toudis. Comme si le Cameroun allait connaître un autre coup d'État, peut-être encore beaucoup plus grave, beaucoup plus meurtrier
que celui du 6 avril 1984. Comme si on n'avait pas tiré de leçons et surtout comme si la trahison venait de l'intérieur. À l'époque, Paul Biya voyait la trahison venait du Grand Nord, mais cette fois-ci, la trahison sent l'odeur de l'intérieur, puisque avec l'affaire Martinez-Zogo, beaucoup de choses sont actuellement révélées, étalées sur la place publique, où on découvre justement qu'il y avait un projet véritable de coup d'État en action ou alors en préparation. Comment comprendre aujourd'hui que le palais d'Etoudi où est Paul Biya soit pratiquement tétanisé, de telle sorte que même le remaniement tant attendu, on ne sait plus à qui faire confiance. Parce que Paul Biya, autour de lui, découvre plutôt qu'il est dans une toile d'araignée, que dis-je, qu'il est dans une fosse au lion alors qu'il se croyait lion. Et que les informations qui viennent de plus en plus montrent que, effectivement, non seulement il y a eu des armes, mais aussi il y a même des intelligences étrangères qui sont prêtes à bondir sur Etoudi. Qu'on ne soit donc pas surpris que le Cameroun puisse basculer. L'armée est sur les dents parce que dans tous les camps, ça sent des soupçons. Et d'ailleurs, c'est Laurent Esso dans son camp avec, bien évidemment, le neveu, celui qu'on présente comme le neveu de Biya, c'est-à-dire que le ministre des Finances, tout-puissant banquier, ou alors tout-puissant financier, Motazé, qui d'ailleurs ont adressé eux-mêmes une correspondance au chef de l'État disant que Ngongo serait avec d'autres en train de préparer un coup d'État. Et pourtant, de l'autre côté, Paul Biya aussi découvre que, à part cette correspondance et aussi les notes d'information venant de l'étranger, que derrière, bien évidemment, cette opération de l'assassinat de Martinez-Zogo se cachaient beaucoup d'autres personnalités. Autour de Biya, il avait pris les siens, à l'instar justement de celui-là, lui Paul Motazé, qui garde l'argent du Cameroun, qui est devenu l'argent de la propriété Biya, et qui malheureusement a nourri beaucoup les projets d'Amougou Belinga et aussi leurs ambitions de pouvoir arriver au pouvoir à travers ce qu'ils ont appelé le G25. Que ce soit dans les ambassades ou partout, le coup avait été méticuleusement préparé. Et tous les milieux ont été infiltrés dans la mesure où, à côté de Biya, celui qui est là, c'est bel et bien le directeur du cabinet civil, Mvonda Yolo. Or, Mvonda Yolo, lui-même également, est devenu le bras de Jean-Pierre Amougou Belinga. Jean-Pierre Amougou Belinga qui est bien sûr aussi l'élément clé de qui? Du ministre de la Justice, ministre d'État, garde des Sceaux, Laurent Esso. À côté de ça, et bien sûr, à travers l'affaire Martinez-Zogo, Paul Biya découvre donc l'autre visage de la DGRE. Beaucoup disent ou écrivent que Ferdinand Ngongo a fait arrêter tel ou tel ou tel ou tel. Mais Ferdinand Ngongo ne peut pas agir sans l'autorisation de Biya, encore qu'il n'a pas de capacité, surtout lorsqu'il s'agit de la sécurité de l'État. Et toute l'agitation qui est en train de se passer en ce moment montre justement que les tensions sont en l'air. Suite à la requête des avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga, exigeant non seulement d'abord la libération sous caution, mais aussi, surtout, le fond du dossier, eh bien, une réponse est venue qui a été faite par celui qui est supposé ne même plus être le juge d'instruction,
puisqu'il devrait regagner, bien sûr, à Konolinga pour s'occuper du tribunal de grande instance, Oyono. Le juge Oyono a donc dit non seulement que ce n'était pas techniquement faisable, mais a évoqué aussi des risques de sécurité publique. C'est un motif très sérieux et très grave qui nous montre que cette histoire n'est pas une affaire simple seulement d'assassinat, parce qu'il y a beaucoup de radicelles et il y a des secrets d'État. Ceux qui demandent aujourd'hui des dossiers, oubliez une chose, dans ce dossier, qu'il y a d'autres dossiers, il y a quand même la DGRE, qui est un service de l'État. Pendant les enquêtes, qu'est-ce qu'on a découvert? Concernant Eko, concernant également aussi ceux-là, les membres qui ont participé au commando, des révélations, des dépositions ont été faites. Et si jamais ces informations sont révélées à la place publique, ce n'est donc plus des secrets d'État. Maxime Eko, d'abord pour son cas, a été nommé parce que Biya croyait aussi que c'est l'un des siens. Pas qu'il croyait. Il le savait. Maxime Eko est d'Akonolinga. C'est-à-dire que dans sa belle famille, c'est là-bas où il est parti le chercher. Or, quand il le cherche, qui fait justement cette nomination? Qui motive cette nomination? C'est Laurent Esso. Laurent Esso, à cette époque, est ministre, secrétaire général à la présidence de la République. Il fait donc nommer justement celui-là, avec bien sûr de très bonnes notes, et bien évidemment, il va voir que non, c'est plutôt très très bien dans la mesure où Obalebout venait de partir. Il est donc nommé en 2010. En 2010, pendant que Laurent Esso est secrétaire général à la présidence, la DGRE dépend uniquement, est rattachée au secrétariat général à la présidence. C'est-à-dire que tous les renseignements avant d'atterrir chez Paul Biya transitent par Laurent Esso. Donc Laurent Esso, comme petit pays chantait, le cœur du pays, c'était bel et bien lui le cœur du pays. C'est lui qui donnait toutes les instructions à tous les ministres. Placer des gens partout. Et quand il arrive au ministère de la Justice, il va donc utiliser Jean-Pierre Aboubelenga comme un fusible et comme un maître chanteur pour mettre à sa disposition, sous sa domination, tous les ministres. Et le premier que Laurent Esso va réussir à faire basculer sera bien sûr Louis-Paul Motazé. Parce que Jean-Pierre Aboubelenga va dire à Louis-Paul Motazé que non, il y a un dossier. Il y a un dossier qui t'attend au TCS et tu risques d'aller en prison. Donc c'est comme ça. Et de toutes les façons, quand Laurent Esso convoque les ministres, parce que Biya ne convoque pas les ministres, Biya ne tenant presque jamais de conseil ministériel, entre-temps, c'est Laurent Esso qui tenait tous les conseils ministériels. Il suffit de t'appeler dans son bureau. C'est quand même un ministre d'État. C'est celui qui est l'ami de Biya. Il a travaillé avec Biya depuis fort longtemps. Et puis, il a la ligne directe de Biya. Dès qu'il dit ceci et cela, allez, Biya agit immédiatement. C'est ainsi que Laurent Esso avait aussi convoqué Louis-Paul Motazé, qui avait attendu au moins 4 heures de temps dans son cabinet. Et entre-temps, Laurent Esso appelle aussi Jean-Pierre Aboubelenga. Jean-Pierre Aboubelenga qui va arriver et qui va trouver que Laurent Esso est là, que Motazé est là. Motazé, lui, ne sait pas que c'est un plan. Et finalement, il tape là, oh, mais il y a le ministre, oh là là, oh non, tu vas entrer, tout. Il agit comme il agit toujours, c'est-à-dire qu'il gronde les secrétaires de Laurent Esso, il dit le ministre est là, et puis il te fait entrer. Et dès que, bien sûr, Laurent Esso avait accueilli Motazé, Motazé avait compris que pour qu'il n'aille pas en prison,
il fallait plutôt servir Laurent Esso et non Paul Biya. Il fallait plutôt s'associer à Jean-Pierre Amungu-Belinga et non à Paul Biya. C'est ainsi que lui, Paul Moutazé, a sorti des sommes faramineuses parce que il savait que Laurent Esso ne pourra pas faire de mauvais rapports comme celui auprès de Biya, et il savait également qu'il était en train d'échapper au tribunal criminel spécial. Il était déjà pris. Et aujourd'hui, quand on voit le même Laurent Esso, il a réussi non seulement à déjouer Paul Biya sur le cas de Mbonda-Yolo. Et le cas de Mbonda-Yolo est encore beaucoup plus grave puisque non seulement Laurent Esso Adia, le DGRE, mais surtout Laurent Esso, à travers celui qu'on appelle Mbonda-Yolo, va aussi contrôler même Franck Biya. Comment est-ce qu'il va contrôler Franck Biya? Puisque Franck Biya est l'ami de Eko. Eko, c'est son oncle. Eko, c'est l'oncle de Franck Biya. Et d'ailleurs, lorsque Ngongo arrive au palais présidentiel, il est nommé secrétaire général à la présidence. Nous sommes en 2011. Lui trouve que c'est lui qui remplace Laurent Esso. Il cherche donc à court-circuiter Laurent Esso et lui aussi veut avoir les mêmes renseignements. Mais Eko refuse de donner ces renseignements à Laurent à Ngongo en prétextant que certes, la DGRE est sous l'autorité administrative du secrétariat général à la présidence, mais pas sous l'autorité fonctionnelle. Il passe donc, il va donner directement des rapports à Paul Biya, en vantant cependant Jean-Pierre Amungu-Belinga. Et d'ailleurs en 2021, parce que dans leur réseau, ils commencent à placer les ministres, non seulement les ministres, mais aussi ce qu'on appelle les ambassadeurs, qui sont les relais extérieurs. Ngongo va faire, cours 2021, une tentative de faire nommer un ambassadeur du Cameroun au Brésil. Laurent Esso est au courant. Le Brésil accepte d'ailleurs que l'État du Cameroun envoie un nouvel ambassadeur. Eko est au courant. Et qu'est-ce que Eko va faire? Eko va utiliser Franck Biya pour que Franck Biya bloque cette nomination. Donc vous voyez que Franck Biya ne savait pas qu'il servait déjà pour le coup d'État contre son propre père, puisqu'il était avec Eko, marchait avec Eko. Bref, il croyait que Eko travaillait pour qu'il puisse peut-être plus tard lui-même venir au pouvoir, tout comme Mbonda-Yolo. Mbonda-Yolo, à travers les franquistes, il fait croire à Franck Biya qu'il est en train de travailler pour lui, alors que lui, il travaille derrière pour Jean-Pierre Amungu-Belinga, pour Laurent Esso, c'est-à-dire le G25, qui doit venir prendre ce pouvoir. Progressivement, ils ont donc installé un réseau allant jusqu'à l'international et jusqu'aux médias et même infiltré l'armée et la DGRE. Les informations que Biya avait donc n'étaient plus de vraies informations, puisque les vraies informations ne parvenaient que soit aux puissances étrangères, donc Touadéra, à travers Jean-Pierre Amungu-Belinga, soit à Laurent Esso. Les autres informations, Paul Biya n'était plus au courant de ça. On allait tout simplement venir, bam. Et le pire, c'est que, justement, on a pris encore du côté de Paul Biya, là où il ne pouvait même pas s'attendre, que, mais tiens, celui qui s'occupe de sa sécurité, le patron de la DSP, direction de la sécurité présidentielle, celui qui avait été l'acteur pour détourner le coup d'État du 6 avril 1984, le général Ivo Desencio. Jean-Pierre Amungu-Belinga est parti l'infiltrer. Et à partir de là, Jean-Pierre Amungu-Belinga a commencé à faire des marchés avec lui de telle sorte qu'ils ont fait sortir au moins, ou tout au moins,
Jean-Pierre Moubelinga a fait sortir au moins 100 milliards de la présidence de la République, allant jusqu'à habiller les militaires, faisant même que son épouse puisse aussi gagner les marchés à la présidence de la République et jusqu'à obtenir un badge. Ceci étant déjà complètement donc formé, il ne restait plus qu'une seule option: attendre le temps opportun pour passer à l'action. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'affaire Martinez-Zogo, qui est en fait venue réveiller tout le complot qui était déjà là, tous les détournements, parce que cet argent-là, c'est ce qu'on appelle justement le trésor de guerre. L'argent qu'ils ont accumulé est déjà très important, de telle sorte qu'ils sont capables de financer une rébellion. Regardez aujourd'hui les agissements qui se passent du côté du camp de Jean-Pierre Moubelinga. Ils veulent tantôt une libération conditionnelle, tantôt ils veulent les documents, parce que ces documents, ils vont les balancer un peu partout. Et cela va fragiliser encore Paul Biya. Deuxième des choses, la libération de Jean-Pierre Moubelinga va provoquer ce que le camp Laurent Esso veut depuis. C'est-à-dire, le peuple va se révolter. Puisque, effectivement, on ne peut pas comprendre que un monsieur qui est accusé d'assassinat, même pas un seul, qui a commis des détournements, mais qui puisse subitement se retrouver dehors comme ça. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que les avocats des ayants droit, c'est-à-dire que Maître Esther Zepman et les trois autres, qui sont de la famille de Martinez-Zogo, ont fait une sortie pour attirer l'attention de la communauté nationale et internationale. Parce que c'est ça qui va aboutir au coup d'État. Si jamais Jean-Pierre Moubelinga a une petite liberté provisoire, ce sera le coup d'État. Parce qu'ils savent pertinemment qu'il y aura des troubles et que beaucoup de gens au nord, ils vont demander aussi la libération des gens comme les Barafa, Amidou Yaya, et que les autres du régime qui sont également en prison et qui n'ont jamais bénéficié d'une quelconque attention de la justice camerounaise, eh bien, ils vont dire Sagat, Sagat. Cette libération conditionnelle, donc, Laurent Esso est en train de tout faire pour que Jean-Pierre Moubelinga l'obtienne le 13 avril. Le 13 avril, bien évidemment, il faudrait savoir que ce jour-là risque d'être comme malheureusement le 6 avril bis. Parce que non seulement les populations vont aussi voir ce qui se passe, parce que les populations ne vont pas accepter cette humiliation. Non, on ne peut pas mettre des gens qui ont dit qu'ils voulaient tout simplement marcher en prison pendant 7 ans. Les gens du MRC. On ne peut pas mettre des ministres qui sont soupçonnés de détournement de quelques millions, mais dont on n'a aucun élément, qui n'ont jamais été jugés. Mais qu'on dise que parce que Laurent Esso a déjà beaucoup d'argent, que Laurent Esso a presque les 3/3 du gouvernement de Biya dans sa poche, que Laurent Esso est devenu intouchable avec Jean-Pierre Moubelinga, de telle sorte qu'il fasse des procédures satellitaires et qu'il dévie la justice militaire pour maintenant aller au niveau de la cour d'appel. Pour l'instant, lorsqu'on voit justement les démarches de cette affaire, première des choses, on se rend compte que même le juge Sikati II Cameroun n'a pas encore pris ses fonctions. Il n'a pas encore été installé officiellement. C'est lui qui a été nommé par Paul Biya comme nouveau juge d'instruction. Cela veut dire que s'il n'a pas pris ses fonctions, c'est parce que Paul Biya n'a pas encore eu à dire « Allez, on démarre l'affaire ». C'est une affaire d'État. Parce que quand
on utilise les moyens d'État et les gens viennent dire que wow, Amour Belinga, laissez-le, c'est injustifiable. Mais non. Il a utilisé les moyens d'État. Vous croyez que un type comme le patron de la DGRE, l'équivalent de la CIA, il peut être en prison pour rien? Que c'est Ngongo qui va l'arrêter? Vous croyez vraiment que si Eko, l'oncle de Franck Biya, ami de Franck Biya, n'avait rien à faire, rien à voir, qu'on le laisse en prison? Vous croyez que Amour Belinga est plus important qu'un patron de la DGRE, de telle sorte qu'aujourd'hui, on ne parle que de la libération de Jean-Pierre Amour Belinga? Amour Belinga occupe quelle fonction? Amour Belinga vient de quelle famille? Il a eu l'argent où? Cet argent-là vient des caisses de l'État. Encore une fois, c'est une affaire d'État. Parce qu'il n'a jamais hérité d'une grande famille. Ce sont les moyens de l'État qu'il a utilisés pour faire un coup d'État. Il a détourné les fonds publics, des milliards. Et il ne s'arrête pas là, puisqu'il cherche à tout prix à déstabiliser ce pays. Pourquoi les autres sont tranquilles? N'y a-t-il pas les éléments de la DGRE dedans? Pourquoi les autres ministres sont en prison depuis les Atan Mbara, les Olangena, les Inoni, ils sont restés là longtemps. Qui c'est toi, secrétaire général de la présidence? On n'entendait pas le bruit. Mais aujourd'hui, Amour fait beaucoup plus de bruit parce que c'est aussi une façon de tenir Laurent Esso par le cou. Il fait un chantage à son amant, à son complice, comme s'il voulait rapidement sortir, faute de quoi il va balancer. Laurent Esso est donc en train de jouer sa survie contre la vie de toute une nation, de nous tous, qui avons besoin de protection. Dans tous les pays au monde, il existe des secrets d'État. Il y a des affaires d'État qui ne sont pas étalées sur la place publique. Dans tous les pays au monde, il y a des documents qu'on dit secrets d'État, classés, pam, cachés. Parfois, ça attend des centaines d'années pour être déclassifié. Comme par exemple les guerres même. Au Cameroun, à l'époque française de la colonisation. Ces documents, beaucoup ne sont pas encore déclassifiés. Et là, vous voulez immédiatement Maître Tchungang se lève et dit, oh, donnez-moi tous les documents en vertu de l'article 165 et tout et tout. Mais on lui dit, Jean-Pierre Amour Belinga risque une condamnation à vie au regard des éléments qui sont là. On n'a pas fabriqué ça. On n'a pas fabriqué. On n'a pas fabriqué Justin Danoué. Comment vous pouvez expliquer que Paul Biya nomme un monsieur comme Ekweko, DGRE. Ekweko était avec Justin Danoué là. Mais qui a nommé Justin Danoué? Ce n'est pas Ekweko. Qui a fait qu'il vienne là comme Déo? Celui qui était d'abord Déo, c'était Elonglov et Joseph. Il l'a enlevé. Et pourtant, il est policier comme lui pour venir avec quelqu'un de l'armée. Et maintenant, il ne connaît pas ce que celui-là a fait. Il ne connaît pas toutes les manœuvres qu'il a eu à faire. Et pourtant, il est le chef des services de renseignement. Qu'il soit au courant ou pas, cela veut dire tout simplement que c'est une faute professionnelle grave. Et qu'il sait que les faits qui lui sont reprochés sont encore plus que graves.
Jean-Pierre Moukbelinga, les gens disent que non, Martinez Zogo, ce n'est pas lui qui a fait ceci, cela. Mais attendez, Martinez Zogo était en train de révéler des scandales. Et puis Jean-Pierre Moukbelinga était concerné dans ces scandales-là. Et par la suite, son avocat dit que non, de toutes les façons, nous on contrôlait les frontières et tout et tout. Est-ce que vous savez ce qui est en train de se passer puisque le 16 mars, un autre procès a commencé, en cours d'appel toujours, concernant les officiers supérieurs du Tchad et de la Guinée équatoriale qui avaient participé au coup d'État et qui étaient financés, ou plutôt qui étaient actionnés par la République centrafricaine. Ce procès-là se passe au Cameroun, en appel, depuis le 16 mars. N'oubliez pas que dans cette histoire-là, vous avez entendu dans la propre chaîne de Jean-Pierre Moukbelinga que c'est lui qui est parti déjouer le coup d'État en Guinée équatoriale. Qu'il était avec Mbargangele. Et il appelait Mbargangele son sujet. Si un civil appelle le patron de la police mon sujet, ça veut dire quoi? Qu'il est au-dessus de lui. Il était au-dessus de la DGRE. Il était déjà presque au-dessus des BIA. Puisqu'il utilisait tous les services de BIA. Et il était beaucoup plus informé que BIA. Il avait le serveur. Et vous vous levez là pour dire que non, on ne sait vraiment pas, Jean-Pierre Moukbelinga, il est innocent, il faut le libérer rapidement, mettez tout le fond de dossier dehors et tout, et comme ça ce sera bien fait. Ça alors, je tiens juste à rappeler que la seule chose recherchée par ces gens-là, c'est la déstabilisation du Cameroun. C'est le coup d'État. C'est une révolution. Parce qu'ils savent qu'actuellement, le pays est en ébullition. On a augmenté tout. Le niveau de vie est devenu presque ce qu'on appelle la survie. On a augmenté les taxes. Ce qui a fait ça, c'est l'élu Paul Moutazé. Tout ça là pour mettre le peuple camerounais sur des dents. On a augmenté le passeport, on a augmenté tout. Et maintenant, ils viennent avec l'affaire Martinez-Zogo. Ils commettent ce crime-là. Et ils disent maintenant qu'il faut libérer Jean-Pierre Moukbelinga pour montrer que Biya ne gouverne plus ce pays-là. C'est donc un véritable plan de Laurent Isso, Jean-Pierre Moukbelinga et tous leurs commandos pour déstabiliser le Cameroun. Qui aujourd'hui, je vous le dis, que ce soit les grandes puissances, que ce soit les services secrets, tous sont unanimes, c'est que des actions graves risquent de se perpétrer au Cameroun et le Cameroun risque d'être déstabilisé si Paul Biya ne tient pas bien cette affaire qui est comme une bombe entre ses mains.